Mon mari m'a trompé avec ma sœur, mais ils ont oublié la nature de mon travail. La pluie tombait à verse quand mon taxi s'est arrêté dans l'allée sombre et tentaculaire de ma maison. C'était le genre d'averse glaciale et incessante de Portland, celle qui vous pénètre jusqu'aux os à la seconde même où vous mettez le pied dehors. Je venais de passer 14 heures éreintantes sur un vol de correspondance depuis Londres, pour conclure une enquête très sensible sur une fraude d'entreprise, une enquête qui avait drainé la moindre parcelle de mon énergie mentale et physique. J'avais la nuque raide. Mes yeux me brûlaient à force de fixer des anomalies dans les feuilles de calcul pendant des jours entiers. Et ma valise me semblait remplie de briques de plomb. Tout ce que je désirais au monde, c'était mon propre lit, mon propre silence, et l'illusion réconfortante de ma vie normale et tranquille. J'étais censé rentrer demain soir. Revenir avec une journée entière d'avance devait être une bénédiction silencieuse, une occasion rare de dormir 12 heures d'affilée avant d'affronter la réalité de mon mariage émotionnellement distant et de ma famille implacablement exigeante. J'ai payé le chauffeur, attrapé mes bagages, et me suis dépêché de monter les marches du perron. Mes chaussures mouillées glissant légèrement sur le porche, j'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en chêne avec un déclic doux et familier. Je suis entrée, laissant la chaleur de la maison m'envelopper. J'ai laissé mon manteau et mon parapluie dégoulinant près de l'entrée, mes chaussettes mouillées s'enfonçant dans le coûteux tapis de laine tissé à la main du hall. La maison était exceptionnellement chaude, presque étouffante, et l'odeur m'a frappée avant même que mon cerveau ne puisse enregistrer l'absence de lumière au rez-de-chaussée. C'était une vague suffocante et indubitable de vanille lourde, de jasmin écrasé et de musc coûteux. Ce n'était pas mon parfum. C'était celui de Daphné. Daphné est ma sœur cadette. Pour le monde extérieur, c'est une influenceuse dynamique et en devenir sur les réseaux sociaux, dont la vie est un flux parfaitement organisé de vacances de luxe, de vêtements de créateurs et de tasses à café esthétiques. Pour mes parents, elle est l'enfant prodige, la victime perpétuelle des malentendus du monde, un génie fragile qui a juste besoin d'un peu plus de temps, et de beaucoup plus de mon argent, pour trouver sa place. Pour moi, elle a toujours été un parasite. Un parasite magnifique et vicieux, dont le style de vie somptueux était, en secret et en silence, financé par mes semaines de travail exténuantes de 80 heures à auditer des feuilles de calcul de chaînes d'approvisionnement et à traquer des fraudeurs d'entreprise. Je me suis arrêtée au pied du grand escalier, mon cœur battant à un rythme lent, erratique et douloureux dans ma poitrine. La maison était principalement sombre, mais une fine tranche de lumière dorée s'échappait du palier du 2e étage. Et puis je l'ai entendu, le son faible et sans équivoque d'un rire descendant du couloir supérieur. Ce n'était pas n'importe quel rire. C'était un petit rire bas et intime, suivi d'un gloussement haletant. Et il provenait de la chambre principale. Ma chambre. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas laissé tomber mes sacs pour faire du bruit. J'ai simplement monté les escaliers, mes chaussettes humides ne faisant absolument aucun son contre les marches en bois dur poli. À chaque pas que je faisais, l'air devenait plus lourd, plus épais, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant la collision inévitable. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, peut-être de 3 ou 4 pouces, juste assez pour laisser cette chaude lumière jaune s'échapper dans le couloir sombre. Je ne l'ai pas poussée violemment. Je n'ai pas crié ni exigé de savoir ce qui se passait. Je suis juste restée dans cette fente étroite, paralysée, et j'ai regardé mon monde entier, toute ma compréhension de ma vie, se dissoudre en une vérité froide et spectaculairement laide. Daphné était assise nonchalamment sur le bord de mon matelas. Elle portait mon peignoir en soie, celui délicatement brodé que je m'étais acheté à Paris l'année dernière en récompense pour avoir clos une affaire énorme. Il était drapé lâchement sur ses épaules, ses jambes nues et parfaitement bronzées nonchalamment croisées. Bowen, mon mari depuis 5 ans, l'homme qui avait promis de me protéger, était allongé sur le côté à côté d'elle. Il était appuyé sur son coude, tenant un verre à moitié vide de mon vin rouge vintage incroyablement cher, faisant défiler son téléphone avec un sourire paresseux et satisfait sur le visage. Il avait l'air totalement détendu. Il avait l'air d'un homme qui était exactement là où il voulait être. L'air dans mes poumons s'est instantanément transformé en cendres. Ma vision s'est brouillée sur les bords.
Tout ce pourquoi j'avais travaillé, la maison d'1 million dont je payais le crédit, le mariage pour lequel j'avais compromis ma propre carrière et mon bonheur, les sauvetages financiers sans fin que je fournissais à ma famille, n'étaient rien d'autre qu'un terrain de jeu confortable et luxueux pour eux deux. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils s'installaient confortablement dans la vie que j'avais bâtie. J'ai posé ma main à plat contre le bois de la porte et je l'ai poussée pour l'ouvrir complètement. Elle a heurté le mur avec un bruit sourd et lourd qui a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. La tête de Bowen s'est brusquement relevée de son téléphone. Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde, un bref et pathétique éclair de panique primale qui s'est immédiatement lissé pour laisser place à son indifférence habituelle, exaspérante et vide. Il n'a pas sauté du lit. Il ne s'est pas empressé de se couvrir ou de balbutier une excuse désespérée et alambiquée. Il m'a juste regardé comme si j'étais un livreur légèrement agaçant qui avait interrompu sa soirée paisible. Mais Daphné n'a même pas sourcillé. Pas un seul muscle de son visage n'a tressailli de culpabilité. Elle a pris une gorgée de vin lente et délibérée, a baissé le verre en cristal et m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait absolument aucun remords dans ses grands yeux parfaitement maquillés. Il n'y avait que du triomphe, un plaisir malsain, tordu et profondément enraciné qui irradiait de son sourire narquois. Elle avait toujours voulu ce qui était à moi. Et dans son esprit, elle venait enfin de remporter le prix ultime. Eh bien, regarde qui est rentré plus tôt, dit Daphné, sa voix dégoulinant d'une fausse innocence et d'une douceur écœurante qui me retourna l'estomac. Sors de mon lit, dis-je. Les mots ont quitté ma bouche avant même que je réalise que je parlais. Ma voix était étrangement calme, un murmure plat et monotone qui contrastait vivement avec le tremblement de terre violent et catastrophique qui déchirait ma poitrine. Daphné a ri. C'était un son aigu, grinçant et arrogant. Elle s'est adossée à la tête de mon lit, laissant intentionnellement le peignoir en soie glisser plus bas sur son épaule droite, exposant sa clavicule. Oh, arrête d'être si péniblement dramatique, Sloan. Tu es toujours en train de travailler de toute façon, à voyager partout dans le monde, à ignorer tes devoirs ici. Quelqu'un doit bien lui tenir compagnie quand tu décides que tes feuilles de calcul sont plus importantes que ton mariage. J'ai lentement tourné mon regard vers Bowen. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il montre ne serait-ce qu'une once de remords, qu'il lui dise de se taire, qu'il s'excuse, qu'il fasse n'importe quoi qui ressemble aux actions d'un mari qui venait d'être surpris en train de détruire ses vœux. Au lieu de cela, il a poussé un soupir lourd et exaspéré, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Sloan, s'il te plaît, ne commence pas une scène maintenant, marmonna Bowen, sans même s'asseoir. J'ai eu une semaine brutale au cabinet. Je suis bien trop fatiguée pour un de tes sermons surémotifs ce soir. Va simplement défaire tes valises. La trahison n'était pas un couteau aiguisé dans le cœur. C'était un poison lent et paralysant. Et alors que je me tenais là, je voyais enfin le venin couler de manière vivace dans leurs veines. Ils ne me craignaient pas. Ils ne me respectaient pas. Ils me voyaient comme un service public, une ressource à exploiter puis à jeter quand je devenais gênante. Je me suis avancée plus loin dans la pièce. L'odeur de son parfum à la vanille était maintenant physiquement suffocante. Sors de mon lit, ai-je répété, ma voix baissant d'une octave. Froide et absolue. Le sourire triomphant de Daphné a disparu, remplacé immédiatement par le rictus vicieux et suffisant qu'elle réservait habituellement au personnel de service ou aux employés du service client qui osaient lui dire non. Elle s'est levée brusquement, tenant délicatement le verre de vin par le pied. Elle s'est approchée de moi, envahissant mon espace personnel, ses yeux brûlants d'une arrogance qui avait été farouchement nourrie et protégée par nos parents depuis le jour même de sa naissance. Écoute-moi bien, espèce de calculatrice de feuilles de calcul ennuyeuse, misérable et hyper obsessionnelle, siffla Daphné, se penchant si près que je pouvais sentir l'alcool cher sur son haleine. Si ça te dérange que je couche dans ton lit avec ton mari, va au diable. Alors qu'elle prononçait le dernier mot, elle a incliné sa main d'une fraction de pouce vers l'avant. Le vin rouge, sombre et lourd, a débordé du bord du verre en cristal, éclaboussant directement le tapis vintage de couleur crème immaculée que j'avais passé 6 mois à économiser pour acheter. La tache rouge foncée s'est épanouie instantanément, s'imprégnant profondément dans les fibres coûteuses comme du sang frais qui se répand.
Bowen gloussa depuis le lit. Un son bas, lâche et pathétique d'amusement sincère. Mon humiliation l'amusait vraiment. À cette seconde exacte et limpide, quelque chose de fondamental s'est brisé dans mon cerveau. Mais ce n'était pas mon cœur. C'était ma patience. Je ne me suis pas effondrée en larmes. Je ne suis pas tombée à genoux pour supplier l'amour ou une explication de mon mari. Je n'ai pas crié sur ma sœur ni ne l'ai giflée. La rage aveuglante et chaotique dans ma poitrine s'est instantanément refroidie en une logique mathématique, aiguë et glaciale. J'étais une enquêtrice en fraude d'entreprise. Toute ma vie, toute mon identité professionnelle, était bâtie sur le fait de traquer les menteurs, de démanteler leurs récits mensongers soigneusement construits, et de les anéantir avec des preuves irréfutables et en béton. Ils pensaient que j'étais juste un distributeur automatique sur pattes, une abeille ouvrière ennuyeuse et prévisible sur laquelle ils pouvaient marcher sans conséquence. Ils avaient complètement oublié ce que je faisais dans la vie. Je baissai les yeux sur la tache rouge qui s'étendait sur le tapis. Puis je levai les yeux vers le visage suffisant et attendant de Daphné. Et enfin, je regardai ma pathétique excuse de mari. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce. J'ai marché directement dans le couloir jusqu'à mon bureau à domicile, le seul espace de cette immense maison qui était vraiment, indéniablement, le mien. J'ai fermé la lourde porte en bois derrière moi et je l'ai verrouillée. Le déclic solide a étouffé le son du rire victorieux de Daphné qui résonnait dans le couloir. Je me suis assise dans mon bureau sombre, la douce lueur clinique et bleue de mes 2 moniteurs illuminant la pièce. J'en avais totalement fini d'être la victime. La vraie chasse ne faisait que commencer. Avez-vous déjà réalisé que votre vie entière était une arnaque menée par les personnes que vous aimiez le plus ? Le silence dans mon bureau était assourdissant, pressant contre mes tympans avec un poids physique lourd. De l'autre côté de cette épaisse porte en chêne, la maison me semblait maintenant totalement étrangère, infectée par leur présence, contaminée par leur audace. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil ergonomique en cuir, fermant les yeux et laissant le courant d'air frais de la ventilation climatiseur caresser mon visage. Je devais me concentrer. Mes mains planaient au-dessus du clavier mécanique, mais mon esprit analytique, habituellement si vif et tourné vers l'avenir, me tirait violemment en arrière, me traînant par la gorge à travers le musée de ma propre humiliation. Ce n'était pas la première fois qu'ils me blessaient. C'était juste la première fois qu'ils avaient été assez courageux, ou peut-être assez stupides, pour le faire directement en face de moi. Les souvenirs se déroulaient derrière mes paupières fermées comme des enregistrements de sécurité en haute définition que j'avais volontairement, désespérément, ignorés pendant des années. La première pièce de mon musée mental de la douleur était un mardi soir froid et pluvieux, il y a 3 ans. Je venais d'obtenir une promotion massive, décrochant mon premier poste d'auditrice senior au cabinet après des années de semaines de travail de 80 heures. J'étais épuisée mais incroyablement fière. J'avais réservé une table dans le restaurant le plus exclusif et le plus inaccessible du centre-ville de Portland, payant un acompte non remboursable considérable juste pour célébrer cette étape avec ma famille. Je suis restée assise à cette table pendant 2 bonnes heures. La glace dans mon eau pétillante chair a complètement fondu. Les serveurs me lançaient ces regards insistants et pleins de pitié qui vous donnent la chair de poule. Et puis, l'appel téléphonique est enfin arrivé. Ce n'était pas Bowen qui appelait pour dire qu'il était coincé dans les embouteillages. C'était ma mère, Cora. Elle pleurait, frénétique, sa voix aiguë de panique théâtrale. Daphné avait été arrêtée. Elle avait provoqué une énorme scène d'ivresse dans une boutique de luxe du centre-ville, brisant une vitrine simplement parce que le gérant avait refusé d'honorer un code de réduction expiré. Au lieu de célébrer mes années de dur labeur, Bowen et mes parents avaient passé toute la soirée au commissariat, tenant la main de Daphné et payant sa caution. Quand je suis finalement rentrée chez moi ce soir-là, épuisée et totalement humiliée par la table de restaurant vide, Bowen m'avait coincée dans la cuisine. Il m'avait dit que j'étais incroyablement égoïste et sans cœur de me soucier d'un stupide dîner alors que ma sœur traversait une crise de santé mentale. J'avais ravalé ma peine. Je ravalais toujours ma peine pour maintenir la paix. La deuxième pièce était le relevé bancaire d'il y a 2 ans.
Je m'étais connecté nonchalamment à notre compte d'épargne commun à haut rendement, simplement pour vérifier le taux d'intérêt, et j'ai découvert qu'il manquait exactement 25 000 $. L'argent avait tout simplement disparu. J'ai paniqué, mon cœur tombant dans mon estomac, totalement convaincu que nos identités avaient été compromises ou que nous avions été piratés. Quand j'ai confronté Bowen dans le salon, il n'a même pas voulu me regarder dans les yeux. Il fixait le sol, changeant de pied, et a marmonné quelque chose d'incroyablement vague sur une urgence médicale soudaine pour Daphné. Il a prétendu que c'était pour des traitements alternatifs non assurés dont elle avait désespérément besoin pour son anxiété chronique. Mes parents m'avaient appelé 1 heure plus tard, une attaque coordonnée. Ils ont loué Bowen pour être un vrai fils pour eux, pour avoir pris les choses en main alors que j'étais trop occupée à compter mes sous, et m'ont dit que je devrais apprendre à être aussi généreuse et empathique que mon mari. J'ai découvert 3 mois plus tard, grâce à la story Instagram négligente d'un ami commun, que Daphné avait utilisé chaque centime de ses 25 000 $ pour financer un voyage de luxe de 2 mois à travers l'Europe, engageant un photographe pour créer du contenu pour sa page de médias sociaux sans avenir. Quand j'ai hurlé sur Bowen, criant jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, il a juré sur sa vie qu'il ne le referait plus jamais. Il m'a promis qu'il était de mon côté, mais l'argent n'est jamais revenu. Les parents ne se sont jamais excusés et les limites n'ont jamais été réellement fixées. Mon téléphone a vibré violemment contre la surface en verre de mon bureau, me ramenant brutalement à la réalité glaciale du présent. L'identification de l'appelant a brillé dans la pièce sombre, illuminant mon visage. Lachlan, mon cousin, le sbire dévoué ultime de mes parents. J'ai fixé l'écran, le laissant vibrer, regardant l'appareil glisser lentement sur le bureau. Il appelait à 1 heure du matin, ce qui signifiait que Daphné avait déjà commencé à tisser sa toile. Elle avait déjà déployé ses troupes. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur accepter, mettant le téléphone sur haut-parleur sans dire un mot. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sloan ? La voix de Lachlan a crépité à travers le haut-parleur, forte, agressive et dégoulinante d'une suffisance imméritée. Daphné vient de m'appeler en pleurant hystériquement. Elle a dit que tu es rentrée plus tôt de ton voyage et que tu t'es mise à lui crier dessus comme une folle furieuse juste parce qu'elle aidait Bowen à ranger la chambre. J'ai fixé le curseur clignotant sur mon moniteur vierge. L'aider à ranger, dans mon peignoir en soie avec un verre de vin vintage à la main. L'audace pathologique pure du mensonge était presque impressionnante. Elle est incroyablement stressée en ce moment, Sloan, a poursuivi Lachlan, sans faire la moindre pause pour me laisser répondre. Son entreprise a des difficultés. Elle est sous une pression énorme, et elle a juste besoin d'un espace sûr pour décompresser. Tu es si violemment obsédé par ta carrière d'entreprise et par l'accumulation de ton argent que tu ne sais même plus comment garder ton propre mari heureux. Ce n'est pas étonnant qu'il ait besoin de Daphné pour parler quand tu te comportes comme une reine des glaces. Tu dois t'excuser auprès d'elle demain matin. La famille ne tolérera plus ton attitude froide et toxique. Tu m'entends ? Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas essayé d'expliquer la tache de vin ou le peignoir en soie. Discuter avec Lachlan, c'était comme discuter avec un mur de briques qui avait été explicitement programmé par ma mère. Bonne nuit, Lachlan, dis-je, ma voix complètement dénuée d'émotion, et j'ai mis fin à l'appel. Il croyait vraiment que j'étais incroyablement faible. Il prenait constamment ma patience calculée pour de la pure stupidité. J'ai repoussé ma lourde chaise, les roulettes glissant doucement sur le protège-sol, et je me suis dirigé vers le petit coffre-fort ignifuge de qualité industrielle caché derrière une rangée de lourds manuels financiers reliés en cuir sur mon étagère inférieure. Je me suis accroupie et j'ai tourné le cadran mécanique, les lourds clics métalliques résonnant vivement dans la pièce silencieuse. À l'intérieur, bien rangé sous mon passeport, une liasse d'argent d'urgence et quelques vieilles déclarations de revenus, se trouvait une épaisse enveloppe en manille scellée. Je l'ai sortie, le papier lourd dans mes mains, et je l'ai posé directement au centre de mon bureau. C'était le document secret du testament et de la fiducie de tante Greta. Avant son décès soudain l'année dernière, elle m'avait appelé à son lit d'hospice. Greta était la seule personne de toute la famille élargie qui voyait clair dans l'obsession bizarre de mes parents pour Daphné. Elle voyait exactement comment il me vidait, comment il manipulait mon sens du devoir. Greta était riche par ses propres moyens,
bien plus riche que quiconque dans la famille ne l'avait jamais su ou soupçonné, et elle méprisait absolument les parasites. Elle m'avait tendu cette enveloppe avec des mains frêles et tremblantes, et m'avait fait jurer, en me regardant droit dans les yeux, de ne parler à personne de son contenu jusqu'à ce que le moment soit absolument venu. J'ai brisé le seau de cire et j'ai fait glisser les lourds documents juridiques sur le bureau. C'était l'acte de propriété de cette maison même. Quand Bowen et moi avons acheté cette immense propriété pour la première fois, nous avons eu d'énormes difficultés avec l'acompte. Mes parents avaient proposé de nous aider, mais avec une condition massivement inacceptable, seulement si Daphné était autorisée à vivre dans la maison d'amis fraîchement rénovée, sans loyer, pour une durée indéterminée. J'ai immédiatement refusé. Puis, comme sortie de nulle part, une fiducie d'entreprise anonyme a acheté la maison comptant et nous a offert, à Bowen et moi, un contrat de location-vente ridiculement bas, presque suspicieusement parfait. Bowen pensait que nous avions touché le jackpot immobilier absolu. Mes parents pensaient que j'avais juste eu une chance extrême. Aucun d'eux ne savait que la fiducie appartenait entièrement à tante Greta. Et à sa mort, la pleine propriété du bien, libre de toute hypothèque, m'a été transférée directement à moi. Pas à Bowen, pas à la fiducie familiale. Juste à moi. J'ai tracé mon index sur le sceau juridique en relief au bas de la page. Ils dormaient dans mon lit, buvaient mon vin, se comportaient comme des rois dans une maison qu'ils croyaient fermement avoir le droit d'occuper. Mais légalement, sur le papier, Bowen n'était qu'un locataire au mois, et Daphné était littéralement une intruse. J'ai soigneusement plié les documents, les ai remis dans l'enveloppe et les ai enfermés en toute sécurité dans le coffre-fort. La tristesse suffocante avait maintenant entièrement disparu. Une énergie froide et très calculatrice circulait dans mes veines, aiguisant ma concentration jusqu'à un tranchant de rasoir. Je vais les laisser creuser leur tombe si profondément qu'ils ne reverront jamais la lumière du jour. Avez-vous déjà détenu un secret qui pourrait instantanément détruire les personnes qui vous ont ruiné ? Le lendemain soir avait lieu le gala de bienfaisance très attendu de l'entreprise de Bowen. C'était sans doute la plus grande soirée de l'année pour son cabinet de relations publiques, un événement en cravate noire à enjeux élevés où des millions de dollars de dons de charité se mêlaient harmonieusement à des contrats d'entreprise massifs et lucratifs. En tant qu'épouse d'un directeur de niveau intermédiaire visant une promotion, on attendait de moi que je joue le rôle de la partenaire incroyablement solidaire et couronnée de succès. Entrer dans cette grande salle de bal éclairée par des lustres, avec la main de Bowen reposant légèrement sur le bas de mon dos, c'était exactement comme entrer sur une scène de crime macabre avec le meurtrier me tenant fièrement la main. Je portais une robe noire simple et taillée de manière experte, mes cheveux impeccablement relevés, mon maquillage cachant les cernes d'une nuit blanche. Bowen portait un smoking élégant sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, arborant son sourire charmant et totalement vide à chaque cadre supérieur qui passait près de nous. Il agissait comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Dans son esprit incroyablement arrogant, je m'étais retiré dans mon bureau pour bouder et pleurer, et par conséquent, il avait gagné l'affrontement. Il pensait honnêtement que mon silence était une soumission. Il pensait que j'étais brisé. Souris, Sloan, murmura Bowen entre ses dents serrées, la mâchoire tendue, alors que nous posions pour un photographe engagé près d'une immense sculpture de glace fondante du logo du cabinet. On dirait que tu assistes à un enterrement. Essaie d'agir comme si tu appréciais réellement de soutenir ma carrière pour une fois. Le vice-président nous regarde. Je souris, Bowen, répondis-je, en gardant ma voix neutre, sans quitter l'objectif de l'appareil photo. Nous nous sommes dirigés vers les tables VIP près de l'avant de la scène. J'étais en train de serrer des mains et de faire de petites conversations polies et vides de sens avec le vice-président de son cabinet quand je l'ai entendu. Ce rire grinçant, fort et trop familier. Je me suis retourné lentement et mon sang s'est glacé dans mes veines. Daphné glissait à travers le sol poli de la salle de bal. Elle portait une superbe robe vert émeraude, au dos nu agressif, plongeant dangereusement bas à l'avant. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure élégante et complexe qui avait dû prendre des heures, et elle portait un porte-bloc numérique élégant, prétendant avoir l'air incroyablement occupée et importante. Elle s'est approchée directement de notre groupe, m'ignorant complètement, et s'est arrêtée juste devant Bowen.
Bowen, les traiteurs ont besoin de ton approbation immédiate pour la distribution du champagne aux tables de l'enchère silencieuse, dit Daphné, sa voix haletante, à un volume juste assez élevé pour que le vice-président et tout le monde à notre table puissent entendre clairement. Je la fixai, mon expression figée. Qu'est-ce que tu fais exactement ici, Daphné ? Elle cligna des yeux vers moi, ses yeux grands ouverts, feignant un choc absolu. Oh mon Dieu, Bowen ne te l'a pas dit. Je travaille comme son assistante indépendante pour l'événement. Mon expertise des médias sociaux et mes relations avec les influenceurs sont exactement ce dont son cabinet avait besoin pour la campagne de communication numérique de ce soir. C'est un travail rémunéré. J'ai regardé lentement Bowen. Son visage était légèrement rouge, une pointe de rougeur montant le long de son cou, mais il a rapidement bombé le torse, essayant de paraître autoritaire et en parfait contrôle devant ses patrons. C'était une décision de dernière minute de la direction, Sloan. Daphné avait besoin de l'expérience de réseautage de haut niveau pour son agence, et j'avais désespérément besoin de quelqu'un de confiance pour gérer les invités VIP sans avoir besoin d'être micromanagé. Quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. L'ironie pure de cette déclaration avait le goût du cuivre amer dans ma bouche. Avant que je puisse dire un mot de plus, avant même que je puisse traiter l'audace d'amener sa maîtresse à son événement d'entreprise et de l'appeler son assistante, Daphné s'est approchée de moi. Elle tenait un verre de vin rouge plein à ras-bord. Elle a fait un pas, et, parfaitement à point, elle a fait semblant de trébucher sur l'ourlet de sa longue robe émeraude. Avec un hoquet théâtral et aigu, elle s'est élancée vers l'avant, sa main se secouant violemment vers le haut. Le liquide sombre a éclaboussé avec force le corsage de ma robe noire taillée, s'imprégnant instantanément dans le tissu coûteux, le vin froid coulant sur ma poitrine nue et s'accumulant à ma taille. Un hoquet collectif et horrifié a retenti parmi les cadres environnants et leurs épouses. La musique a semblé s'arrêter une fraction de seconde. « Oh mon Dieu, je suis si maladroite !» cria Daphné, se couvrant théâtralement la bouche avec ses mains. Ses yeux, cependant, regardant par-dessus ses doigts manucurés, dansaient de pure malice non filtrée. C'était un rappel direct et calculé à l'incident du tapis dans ma chambre la nuit dernière. Elle établissait sa domination en public. Elle me montrait qu'elle pouvait m'humilier n'importe où, n'importe quand, et s'en tirer. Je suis restée parfaitement immobile. Je n'ai pas haleté. Je n'ai pas attrapé une serviette sur la table. Je ne me suis pas précipitée aux toilettes pour cacher mon visage de honte. Je l'ai juste regardé, laissant le vin froid couler sur le sol. Bowen s'est précipité en avant, mais pas pour m'aider. Il a attrapé le bras de Daphné, frénétiquement, vérifiant le tissu de sa robe verte pour s'assurer qu'elle n'avait pas renversé de vin sur elle-même. Puis il s'est tourné vers moi, son visage tordu par une profonde et embarrassante contrariété. « Sloan, pour l'amour de Dieu. Pourquoi te tenais-tu si près d'elle alors qu'elle marchait ?» siffla Bowen, gardant sa voix basse mais dégoulinante de venin. « Va aux toilettes et nettoie-toi immédiatement. Tu fais une scène énorme devant les membres du conseil. » Il m'a blâmé. Ma sœur m'a intentionnellement jeté un verre de vin rouge dessus dans une salle de bal remplie de ses collègues supérieurs, et mon mari m'a réprimandé pour avoir fait une scène. J'ai pris une respiration lente, profonde et très contrôlée. L'ancienne Sloan, la femme d'hier, aurait couru aux toilettes en larmes, frottant frénétiquement la tâche avec une serviette en papier humide, se demandant pourquoi elle n'était jamais assez pour les gens qu'elle aimait. La nouvelle Sloan a simplement hoché la tête lentement, archivant toute l'interaction comme une preuve. « Je vais me nettoyer », dis-je doucement, ma voix ne trahissant rien. Je me suis retournée et j'ai quitté la table, me dirigeant vers le grand hall. Mais alors que je pivotais, la lumière brillante du lustre en cristal au-dessus a attrapé quelque chose qui scintillait violemment autour du cou de Daphné. Je me suis arrêtée net. J'ai fixé le bijou reposant parfaitement contre sa clavicule. C'était un collier de diamants vintage lourd et indéniablement authentique, au design complexe, avec un énorme saphir en forme de larme serti directement au centre. Mon cerveau d'enquêtrice en fraude analytique s'est mis en sur-régime. La semaine dernière, Bowen avait laissé son ordinateur portable professionnel ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait une douche. En tant qu'auditrice, les chiffres et les écarts attirent naturellement mon attention. C'est une déformation professionnelle.
J'avais brièvement jeté un coup d'œil à la feuille de calcul sur son écran, son rapport budgétaire départemental. Il y avait un écart flagrant et massif. Un énorme fonds de relations publiques alloué explicitement aux cadeaux pour les célébrités montrait un déficit massif inexpliqué. Un article listé spécifiquement comme un collier vintage de diamants et saphirs en forme de larme, destiné à être prêté à une actrice célèbre pour un événement sur le tapis rouge afin de rehausser le profil du cabinet, avait été marqué dans le système comme perdu en transit. La réclamation d'assurance de l'entreprise était actuellement en attente. Et maintenant, ce même collier manquant était fièrement posé sur le cou de ma sœur. Bowen ne lui achetait pas seulement des cadeaux somptueux avec notre compte bancaire commun. Il volait activement des biens d'entreprise de grande valeur de son propre cabinet de relations publiques pour draper sa maîtresse de diamants. La stupidité à couper le souffle de la chose m'a presque fait éclater de rire là, dans le couloir. Il commettait un vol qualifié et une fraude d'entreprise. Et il avait amené la preuve physique à un gala d'entreprise, entouré des mêmes cadres qu'il avait volés. Je n'ai pas dit un mot. Je ne l'ai pas fait remarquer. Je suis allée aux toilettes, j'ai séché ma robe avec une dignité tranquille, et je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient sombres, complètement dépourvus de chaleur ou de pitié. Ils me prenaient pour une imbécile absolue. Ils pensaient qu'ils étaient les personnes les plus intelligentes, les plus intouchables de la pièce. Mais ils avaient complètement oublié que je chasse les criminels d'entreprise pour vivre. Et mon mari venait pratiquement de me tendre l'arme du crime avec ses empreintes digitales partout dessus. La chasse est officiellement ouverte et la proie n'a absolument aucune idée qu'elle est déjà prise. Avez-vous déjà été trahi par un être cher juste devant des inconnus? Laissez un commentaire, mais croyez-moi, ce que cela en fera ensuite vous donnera un sentiment de satisfaction. Je n'ai pas dormi une seule seconde cette nuit-là. Quand nous sommes finalement rentrés du gala angoissant, Bowen a immédiatement marché jusqu'à la chambre d'amis, affirmant bruyamment qu'il était bien trop stressé par l'événement de réseautage et par mon énergie négative pour partager un lit avec moi. Je l'ai laissé partir sans un mot. À l'instant même où j'ai entendu son ronflement lourd et rythmé résonner dans le couloir sombre, je me suis glissé silencieusement dans mon bureau à domicile et j'ai verrouillé la lourde porte. Il était exactement 3 heures du matin, l'heure des sorcières pour la criminalistique numérique, le moment où les secrets se croient en sécurité. J'ai démarré mon serveur personnel haute puissance. Notre réseau domestique était fortement crypté, une nécessité absolue pour mon travail, traitant des données d'entreprise sensibles, mais j'avais un accès dérobé profondément enfoui à chaque appareil connecté à notre Wi-Fi. J'ai d'abord consulté les journaux de l'ordinateur portable de Bowen. S'il était assez arrogant et stupide pour voler un collier de diamants hautement traçable à son propre employeur, il était certainement assez stupide pour laisser une trace numérique massive. Mes doigts ont volé sur le clavier mécanique dans le noir, contournant ces mots de passe ridiculement faibles en quelques secondes. J'ai d'abord accédé à nos comptes bancaires communs à haut rendement. J'avais consciemment cessé de les surveiller de près il y a environ 1 an, lui faisant confiance pour gérer les dépenses ménagères quotidiennes pendant que je m'occupais du gros du crédit immobilier et de nos investissements à long terme. Cette confiance était ma plus grande erreur. J'ai lancé une requête de base de données profonde et complexe, filtrant strictement les virements bancaires non traçables, les numéros de routage offshore et les comptes factices. Les chiffres se sont affichés sur mon moniteur principal, brillant de manière sinistre dans la pièce noire. 85 000 $. Au cours des 8 derniers mois seulement, Bowen avait systématiquement siphonné exactement 85 000 $ de nos économies communes vers un compte secondaire caché dont j'ignorais même l'existence. Mon estomac s'est violemment retourné, une vague de nausées m'envahissant. C'était l'argent que nous étions censés utiliser pour les rénovations d'urgence du toit et notre futur portefeuille de retraite. J'ai retracé les virements sortant de ce compte secret, suivant les miettes de pain numérique. Ils n'allaient pas à un casino de jeux. Ils n'allaient pas à une banque offshore secrète aux Caïmans. Ils allaient directement, mois après mois, à une société à responsabilité limitée enregistrée localement au nom de Daphné, sa fausse agence d'influenceurs très médiatisée. J'ai rapidement consulté les dépôts de société de son LLC. L'entreprise avait 0 revenu déclaré, 0 client réel enregistré et 0 opération quotidienne légitime. C'était une société écran de manuel.
Bowen volait mon argent durement gagné, le canalisait directement à travers la fausse entreprise de Daphné pour le blanchir, et elle l'utilisait pour financer son style de vie somptueux et parfait pour Instagram. Elle venait d'acheter un tout nouveau SUV de luxe haut de gamme le mois dernier, se vantant auprès de toute la famille qu'elle avait obtenu un contrat de sponsoring de marque massif. Le contrat de sponsoring, c'était mes économies. Mais la trahison ne s'est pas arrêtée là. J'avais besoin de l'image complète. J'ai accédé aux sauvegardes cloud des messages textes de Bowen, téléchargeant l'archive entière. Je devais savoir exactement à quel point la pourriture dans ma famille était profonde. J'ai cherché les numéros de téléphone de mes parents et son historique de discussion détaillé. Les résultats qui sont apparus ont glacé l'air de la pièce. Un message de ma mère, Cora, envoyé il y a 3 semaines à 21h, Bowen. Daphné est très stressée par les mensualités de sa nouvelle voiture. Tu dois t'occuper d'elle comme tu l'as promis. Sloan gagne plus qu'assez à ce poste en entreprise. Elle ne remarquera même pas que l'argent a disparu si tu le déplaces lentement. Assure-toi juste de le transférer au LLC avant la fin du mois pour que ça ne soit pas rejeté. Nous comptons sur toi pour être l'homme de cette famille. Une réponse de Bowen envoyée 10 minutes plus tard, j'ai transféré les fonds sur son compte professionnel aujourd'hui. Dis à Daphné de ne pas poster la voiture sur Instagram avant la semaine prochaine pour que Sloan ne devienne pas méfiante ou ne demande des papiers financiers. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Ma propre mère, mon propre père, ils savaient. Ils ne savaient pas seulement. Ils l'ont activement orchestré. Ils me traitaient comme un organisme hôte sans cervelle, encourageant les parasites pendant qu'ils vidaient mon sang et mon avenir. Je me suis lourdement assise dans mon fauteuil en cuir, fixant l'écran lumineux jusqu'à ce que les chiffres et les lettres se brouillent physiquement. J'ai ressenti une étrange sensation extraterrestre monter dans ma poitrine. Ce n'était pas du chagrin. Le chagrin s'était complètement consumé des heures auparavant, ne laissant que des cendres. C'était la libération. Une libération pure et sans mélange. La chaîne incroyablement lourde et suffocante des obligations familiales s'est entièrement brisée, me libérant d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Je ne leur devais absolument rien. Pas mon argent, pas ma loyauté, pas ma pitié. J'ai commencé à tout compiler avec une efficacité impitoyable. Les relevés bancaires, les documents d'enregistrement du LLC, les messages textes, les photographies haute résolution du collier de diamants du gala, et le rapport de déficit budgétaire interne des relations publiques que j'ai extrait à distance du serveur de son cabinet. J'ai organisé chaque donnée en un dossier numérique impeccable, fortement crypté et juridiquement solide, un chef-d'œuvre de criminalistique prêt pour un tribunal ou un peloton d'exécution des ressources humaines. Juste au moment où je terminais la dernière sauvegarde cloud, une bannière d'avertissement rouge vif a soudainement clignoté sur mon moniteur secondaire. Alerte. Tentative d'accès IP externe non autorisée détectée. Je me suis figé. Mes mains planaient rigidement au-dessus du clavier. Quelqu'un essayait de sonder le pare-feu de mon réseau domestique. J'ai rapidement lancé un programme de traçage, mes yeux se plissant devant le code complexe qui défilait rapidement sur l'écran. Ce n'était pas Bowen. Bowen savait à peine comment redémarrer son propre routeur Wi-Fi. C'était une adresse IP très sophistiquée, agressivement masquée, tentant une prise de contact silencieuse et furtive avec mes ports de sécurité. Quelqu'un en dehors de cette maison surveillait activement mon réseau. J'ai immédiatement déployé une contre-mesure sévère, bloquant la requête, verrouillant tous les ports externes et redirigeant le trafic via un serveur factice. Mais le fantôme a disparu instantanément, ne laissant absolument aucune trace de son origine. Un frisson glacial a lentement parcouru ma colonne vertébrale. Le timing était bien trop parfait. Bowen était-il impliqué avec quelqu'un d'encore plus dangereux ? Ou était-ce lié aux énormes affaires de fraude d'entreprise que je traitais au travail ? J'ai repoussé cette pensée terrifiante, verrouillant fermement le réseau. Je ne pouvais pas mener deux guerres à la fois. Le fantôme dans la machine devrait attendre. Pour l'instant, j'avais une famille à détruire. Avez-vous déjà réalisé que les personnes pour qui vous auriez pris une balle étaient celles qui tenaient le pistolet sur votre tempe ? Le lendemain matin, je suis entré dans le siège social élégant et imposant,
aux parois de verre, de ma société dans le centre-ville de Portland. Je n'avais pas l'air d'une femme dont le mariage venait d'imploser violemment la nuit précédente. Je portais mon tailleur gris foncé le plus impeccable et le plus intimidant. Mes cheveux étaient tirés en un chignon serré et parfait. Mon expression était complètement illisible et professionnelle. J'ai contourné l'étage habituel de mon département et j'ai pris l'ascenseur exécutif sécurisé directement jusqu'au dernier étage. J'ai dépassé la réceptionniste et je suis entré directement dans l'immense bureau d'angle du vice-président mondial des opérations. Il a levé les yeux de son bureau en acajou, véritablement surpris par cette intrusion inopinée. « Sloan, à quoi dois-je ce plaisir ? Nous n'avions pas de réunion prévue aujourd'hui, n'est-ce pas ? Demanda-t-il en posant son stylo. Je me suis approchée et je me suis assise dans le fauteuil en cuir moelleux en face de lui, croisant les jambes avec une totale assurance. Il y a 3 mois, vous m'avez offert le poste de directrice senior des audits mondiaux au siège de Singapour. J'ai décliné l'offre à l'époque en raison d'obligations familiales personnelles. Il a hoché la tête lentement, joignant ses doigts, ses yeux se plissant légèrement de curiosité. Je m'en souviens très bien. Ce fut une perte énorme pour la division Asie. Nous n'avons toujours pas trouvé de candidat avec vos capacités d'investigation spécifiques et votre bilan pour occuper ce poste. L'offre est-elle toujours sur la table, ai-je demandé, ma voix parfaitement stable, ne trahissant aucune émotion. Ses sourcils se sont haussés de surprise. Oui, elle l'est. Mais la situation là-bas s'est aggravée. Cela nécessite une relocalisation immédiate et non négociable dans les 72 heures. Nous avons une crise de conformité majeure qui couve dans la région du Pacifique et qui nécessite une main de fer immédiate. J'accepte le poste, dis-je sans la moindre hésitation. Préparez les documents et le contrat aujourd'hui. Je serai sur un vol direct d'ici vendredi matin. Il a souri, un large sourire prédateur d'entreprise qui reconnaissait un autre requin. Bienvenue de retour sur la voie rapide, Sloan. Je demanderai aux ressources humaines d'accélérer tout immédiatement. Votre logistique sera entièrement prise en charge d'ici la fin de la journée. Je suis sorti de son vaste bureau avec un pouls qui semblait plus fort et plus vital qu'il ne l'avait été depuis des années. J'avais auparavant renoncé à cette promotion massive parce que Bowen se plaignait sans cesse que Singapour était trop chaude, trop loin de son important cercle social, et parce que Daphné avait littéralement versé des larmes de crocodile, prétendant qu'elle ne pourrait pas survivre sans sa grande sœur à proximité pour la guider. Quel imbécile monumental j'avais été. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai vécu une double vie intense et très calculée. Pendant la journée, je suis allé travailler, finalisant agressivement mon transfert international, signant des accords de non-divulgation et organisant un logement d'entreprise temporaire luxueux au cœur de Marina Bay. Pendant la nuit, alors que Bowen cuvait son scotch cher dans la chambre d'amis, complètement inconscient, je suis parti en guerre. J'ai agi avec la précision silencieuse et mortelle d'un assassin. Premièrement, j'ai contacté en toute sécurité mon gestionnaire de patrimoine personnel. Je lui ai demandé de liquider immédiatement tous mes portefeuilles d'actions et fonds communs de placement personnel, transférant l'énorme capital directement dans la fiducie cachée et intouchable que tante Greta avait créée pour moi. Deuxièmement, je me suis connecté à chaque compte de carte de crédit commun attaché à mon nom. Je ne me suis pas contenté de les geler temporairement. J'ai annulé entièrement les lignes de crédit, fermant définitivement les comptes et invoquant une suspicion de fraude d'identité auprès des banques pour m'assurer qu'ils ne pourraient pas être rouverts. Bowen et Daphné avaient utilisé ces cartes de manière agressive comme des sources d'argent infinies pendant des années. Plus maintenant. Le puits était officiellement à sec. Enfin, je me suis occupé de la maison. Comme l'acte de propriété était légalement à mon nom sous la fiducie blindée, j'ai contacté une société de gestion immobilière d'entreprise haut de gamme et notoirement impitoyable de la ville. J'ai signé un contrat d'exclusivité leur louant l'entière propriété pour les 5 prochaines années, leur accordant le plein pouvoir, juridiquement contraignant, d'expulser immédiatement tout occupant non autorisé, sans préjudice. J'ai emballé toute ma vie dans 2 grandes valises rigides au milieu de la nuit, en utilisant uniquement la lumière de l'écran de mon téléphone. Je n'ai pas pris la machine à expresso sophistiquée que Bowen adorait et dont il prétendait ne pas pouvoir se passer.
Je n'ai pas pris l'art moderne incroyablement cher que mes parents m'avaient culpabilisé d'acheter pour le salon afin de soutenir l'ami artiste de Daphné. J'ai pris mes vêtements, mes disques durs cryptés, mes documents cruciaux et la dignité silencieuse et indéniable qu'ils avaient systématiquement essayé de m'enlever. Jeudi soir, sous le couvert de l'obscurité, j'ai glissé les 2 valises pleines dans le coffre de ma voiture, garée en toute sécurité dans la rue pour ne réveiller personne. La maison avait l'air si paisible et parfaite de l'extérieur, une image de richesse suburbaine. À l'intérieur, cependant, c'était une bombe à retardement parfaitement amorcée. Demain, j'allumerai la mèche et je m'en irai. Êtes-vous prêt à voir un royaume entièrement construit sur des mensonges s'effondrer enfin? Jeudi soir était un dîner de famille obligatoire et inéluctable. C'était une tradition toxique que je redoutais habituellement de toutes les fibres de mon être. Une performance hebdomadaire où l'on attendait de moi que je paie pour un repas extravagant et cher pendant que mes parents louaient sans relâche les réalisations complètement inexistantes de Daphné. Ce soir, cependant, j'avais vraiment hâte. C'était mon dernier salut, ma dernière performance avant que la scène ne brûle. Nous étions assis dans la salle à manger formelle de ma maison, le lustre en cristal jetant une lueur chaude sur l'éventail de plats traiteurs que j'avais payés. Bowen était assis en bout de la longue table en chêne, se versant agressivement du vin cher pour lui-même et mes parents. Daphné était assise juste en face de moi, portant un superbe chemisier en soie de créateur que je savais pertinemment avoir été payé avec mes économies volées. Mes parents, Cora et Tobias, étaient assis de chaque côté, rayonnant de fierté pour leur enfant prodige, comme si elle venait de guérir une maladie majeure. Alors Sloan, commença mon père, s'éclaircissant bruyamment la gorge et se penchant en avant. Il n'utilisait ce ton autoritaire spécifique que lorsqu'il était sur le point de demander une grosse somme d'argent. L'agence d'influenceurs de Daphné est sur le point de faire une percée massive qui va changer l'industrie. Elle a juste besoin d'une petite injection de capital pour sécuriser un nouvel espace de bureau premium en centre-ville pour accueillir ses clients. J'ai coupé un petit morceau de steak, le mâchant lentement et délibérément, mon visage un masque d'intérêt poli. Ah oui. Et de combien de capital parlons-nous? Daphné a soupiré de manière théâtrale, jouant avec sa fourchette en argent et levant les yeux au ciel comme si la conversation l'ennuyait. C'est à peine quelque chose, Sloan. Vraiment, juste 150 000 $. La banque est complètement ridicule et sexiste à propos d'un prêt commercial juste parce que mon historique de crédit est un peu compliqué en ce moment. Compliqué? C'était un mot incroyablement drôle pour désigner le défaut de paiement de 3 cartes de crédit majeures et la saisie de 2 voitures au cours des 4 dernières années. Nous pensions, intervint ma mère, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur maternelle, tendant la main pour tapoter la mienne. Puisque toi et Bowen avez tellement de valeur nette accumulée dans cette belle maison, vous pourriez simplement prendre une 2e hypothèque. C'est un investissement dans le brillant avenir de ta sœur. La famille s'entraide, Sloan. C'est ce que nous faisons. J'ai regardé autour de la table, observant leurs visages. Ils me fixaient tous intensément. Bowen me lançait un regard sévère et autoritaire, me disant silencieusement d'obéir à mes parents et d'ouvrir mon portefeuille. Daphné avait l'air complètement blasée et suffisante, comme si demander à sa sœur de contracter une dette de 150 000 $ était aussi anodin que de demander de passer le sel. Ils étaient entièrement, béatement inconscients du fait que je tenais leurs exécutions numériques juste là, dans ma poche. J'ai posé ma fourchette. J'ai essuyé délicatement ma bouche avec une serviette en lin. J'ai regardé directement dans les yeux expectatifs de ma mère, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Ce n'était pas un sourire conciliant. C'était le sourire terrifiant et calme d'un prédateur alpha regardant sa proie entrer volontairement dans un piège d'acier. Tu sais quoi, maman? Tu as absolument raison, dis-je doucement, ma voix complètement dénuée de sarcasme. Toute la table a visiblement expiré. La tension a disparu. Les épaules raides de Bowen se sont détendues, et il a pris une grande gorgée de vin. Daphné a souri d'un air narquois, prenant une gorgée triomphante et arrogante de son propre verre. Victorieuse une fois de plus. La famille, c'est absolument tout, ai-je poursuivi, ma voix lisse et claire comme du verre. Je m'occuperai personnellement des formalités pour la maison demain matin.
Je m'assurerai que Daphné obtienne exactement ce qu'elle mérite. Oh, Dieu merci. Je savais que tu arrêterais d'être si incroyablement têtu et égoïste, se moqua Daphné, levant les yeux au ciel et sortant son téléphone. Je t'enverrai les instructions de virement ce soir pour que tu ne te trompes pas. Ne t'en fais pas pour ça, dis-je, fixant directement Bowen, laissant une fraction de ma froideur transparaître. Je sais déjà tout de tes comptes cachés. Bowen fronça légèrement les sourcils, un bref éclair de confusion véritable traversant son visage, mais il était bien trop arrogant et à l'aise dans son mensonge pour réellement traiter la menace sévère dans mes paroles. Le reste du dîner fut un brouillard de leurs bavardages écœurants et autocongratulatoires. J'ai joué mon rôle parfaitement jusqu'à la toute fin, le portefeuille obéissant, silencieux et sans fin. Le lendemain matin, à exactement 5 heures, la maison était noire et silencieuse. Je me tenais dans l'immense cuisine, entièrement vêtue d'un tailleur de voyage, prête pour mon vol international. Je n'ai pas laissé de lettres dramatiques et tachées de larmes. Je n'ai pas écrit de mots de colère et amers. Les méchants laissent des monologues. Les professionnels laissent des preuves indéniables. J'ai retiré ma clé de rechange de la maison de mon porte-clés et je l'ai posée doucement au centre de l'îlot de cuisine en marbre froid. À côté, j'ai placé un document juridiquement contraignant, soigneusement imprimé. Ce n'était pas une approbation d'hypothèque. C'était un avis de quitter les lieux formels et blindés de la société de gestion immobilière, effectif immédiatement, leur donnant exactement 7 jours pour quitter les lieux avant que les forces de l'ordre ne soient impliquées. Et juste au-dessus de cet avis légal, le lestant, j'ai placé une photographie imprimée en haute résolution et en couleur de Daphné portant le collier de diamants d'entreprise volé au gala, souriant à côté de Bowen. J'ai pris mon sac à main, je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai verrouillé solidement derrière moi. L'air froid et humide du matin m'a frappé le visage, vif et incroyablement pur. Mon Uber pré-réservé attendait silencieusement au bord du trottoir. Je suis monté sur la banquette arrière, et alors que la voiture s'éloignait, descendant la rue de banlieue tranquille, je n'ai pas regardé la maison une seule fois. Au moment où l'énorme Boeing 777 a percé les lourds nuages de pluie, se stabilisant en douceur à 35 000 pieds au-dessus du vaste océan Pacifique, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur ma tablette. Je me suis connecté au Wi-Fi sécurisé en vol. J'ai ouvert mon client de messagerie cryptée et j'ai joint le dossier d'investigation massif et méticuleusement organisé contenant chaque once de la malversation, de la fraude et du vol d'entreprise de Bowen. J'ai tapé l'adresse email directe d'Alistair, le vice-président senior des ressources humaines, strict et pragmatique, du cabinet de Bowen. Objet, rapport de lanceur d'alerte formel concernant le vol et la mauvaise conduite en entreprise. Bowen, nom de famille. J'ai fait planer mon index sur le pavé tactile une dernière seconde. J'ai pensé au vin rouge lourd tachant intentionnellement mon tapis vintage. J'ai pensé aux 85 000 $ volés à mon avenir durement gagné. J'ai pensé à ma propre mère disant activement à Bowen de vider mes comptes. J'ai appuyé sur envoyer. L'email a sifflé instantanément dans l'éther numérique. La bombe était larguée. Les coordonnées verrouillées. Il était maintenant temps de s'asseoir et de regarder l'explosion. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous vous sentez ravi et que vous soutenez la force de Sloan, veuillez laisser un commentaire avec le mot-clé Je gagne. C'est un signal secret réservé aux spectateurs incroyables qui ont regardé jusqu'ici. Je likerai et répondrai à chaque commentaire contenant le mot-clé Je gagne. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la fin explosive de l'histoire. L'air lourd et humide de Singapour m'a frappé à la seconde même où je suis sorti de l'aéroport de Changi. C'était une chaleur tropicale épaisse qui m'enveloppait comme une couverture chaude, un contraste saisissant et immédiat avec la pluie glaciale et incessante que j'avais laissée derrière moi à Portland. J'ai pris une profonde inspiration, humant l'odeur de jasmin et de chaussées lavées par la pluie. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une décennie, ma poitrine ne s'est pas serrée. Le poids suffocant de mon mariage, les exigences financières sans fin de mes parents, la présence toxique de ma sœur, tout cela était à un océan de distance. Je suis monté dans la berline d'entreprise noire et élégante qui m'attendait au bord du trottoir, faisant un signe de tête poli au chauffeur.
Alors que la voiture s'éloignait, s'engageant sur l'autoroute immaculée bordée de palmiers en direction du centre-ville, j'ai finalement sorti mon téléphone personnel de mon sac à main et je l'ai rallumé. L'appareil a immédiatement vibré si violemment dans ma main que j'ai failli le laisser tomber. C'était une symphonie chaotique de notifications, d'appels manqués, de messages textes et de messages vocaux frénétiques se téléchargeant tous en même temps. L'explosion numérique d'un monde qui s'effondrait complètement. Je me suis penché en arrière contre le siège en cuir moelleux, regardant la silhouette de Singapour commencer à se dessiner au loin, et j'ai ouvert mon application de messagerie vocale. Je ne me sentais pas anxieuse. Je me sentais comme un membre du public s'installant pour l'acte final d'une pièce que j'avais méticuleusement écrite moi-même. Le premier message vocal était de Bowen. Il était horodaté à 7 heures du matin, heure de Portland. Sa voix était pâteuse de sommeil et d'irritation. « Sloan, où diable es-tu ? Je me suis réveillée et tu n'étais pas dans la chambre d'amis. Ta voiture a disparu. Daphné a dit que tu avais laissé un document juridique bizarre sur l'îlot de la cuisine. Tu essaies de marquer un point de manière dramatique ? Rappelle-moi immédiatement. J'ai besoin de ma carte de crédit. La principale est refusée au café et j'ai l'air d'un idiot. » J'ai souri doucement. Il était allé à son café chic préféré, avait commandé son latte artisanal à $8, et sa carte avait été rejetée. L'indignité absolue de la chose avait dû le brûler. Mais la vraie panique ne s'était pas encore installée. Il pensait encore que c'était un caprice. Il pensait encore qu'il avait le contrôle. Le deuxième message vocal, horodaté 30 minutes plus tard, était entièrement différent. L'irritation avait disparu, remplacée par une hystérie aiguë et haletante. Sloan, décroche le téléphone. Décroche ce fichu téléphone tout de suite. C'est quoi cet avis ? Qu'est-ce que tu veux dire par on a 7 jours pour quitter les lieux ? Tu ne peux pas nous expulser de notre propre maison. Et qu'est-ce que tu as fait au compte en banque ? Toutes les cartes sont gelées. Je ne peux même pas me connecter au portail. Sloan, ce n'est plus drôle. Daphné est en train d'hyperventiler dans le salon. Rappelle-moi. Je pouvais imaginer la scène avec une clarté cristalline. Eux deux, debout dans l'immense cuisine sur mesure que j'avais payée, fixant l'avis d'expulsion formelle. Le chemisier en soie de créateur de Daphné semblant soudain beaucoup moins glamour. Bowen tapant frénétiquement sur l'écran de son téléphone, réalisant que le puits infini de mon argent s'était enfin tari. Grâce à mon accès numérique au système domotique de la maison, que j'avais commodément oublié de leur transférer, je pouvais voir les journaux de leurs mouvements frénétiques. La porte d'entrée s'ouvrant et se fermant. Les caméras de sécurité, que j'avais secrètement réactivées avant de partir, montraient Bowen faisant les 100 pas dans l'allée, le visage pâle, criant dans son téléphone. Daphné était assise sur les marches du porche en pleurant, mais pas de remords. Elle pleurait parce que sa vie confortable et volée s'évaporait sous ses yeux. Ils avaient supposé que la maison était une propriété commune. Ils avaient supposé que parce que le nom de Bowen était sur quelques factures de service public, il avait un statut juridique. Ils n'avaient jamais pris la peine de lire les petits caractères de la fiducie que tante Greta avait créée. La fiducie possédait la maison. Je possédais la fiducie. Et depuis hier matin, une société de gestion immobilière d'entreprise très agressive détenait le bail exclusif, et le droit légal absolu d'expulser tout squatteur. Ils avaient exactement une semaine pour emballer leurs bijoux volés, leurs vêtements chers et partir avant que le shérif local n'arrive pour les expulser physiquement. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message texte. C'était de Daphné. Espèce de psychopathe. Tu ne peux pas nous faire ça. Maman et papa appellent leur avocat en ce moment. Tu vas tout perdre en faisant ça. Où diable es-tu ? J'ai regardé par la fenêtre de la berline. Nous arrivions au Marina Bay Sands, l'hôtel emblématique et imposant qui dominait la ligne d'horizon. Mon logement d'entreprise temporaire était une suite de luxe au 50e étage. Je me suis enregistrée dans ma chambre, traversant les parquets en bois importés jusqu'aux immenses baies vitrées surplombant la piscine à débordement et l'océan scintillant au-delà. Une bouteille de champagne vintage offerte reposait dans un seau en argent rempli de glace sur la table basse en verre. J'ai fait sauter le bouchon,
versant un généreux verre du liquide doré et pétillant. Je suis sortie sur le balcon privé, la brise tropicale chaude caressant mes cheveux. J'ai levé le verre, me positionnant de manière à ce que la vue à couper le souffle et valant des millions de dollars sur le port de Singapour soit parfaitement encadrée derrière moi. J'ai souri, un sourire sincère et radieux, et j'ai pris un selfie. J'ai ouvert le fil de discussion avec Daphné. J'ai joint la photo. Sous l'image, j'ai tapé une seule phrase simple. Profite bien de la maison vide, Daphné. J'espère sincèrement que tu pourras te permettre le crédit de ton nouveau logement. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé la petite icône de notification passer à livrer, puis immédiatement à lu. J'ai attendu l'inévitable explosion de rage, les appels entrants, la frappe frénétique, mais la petite bulle de frappe n'est jamais apparue. Elle était complètement réduite au silence par la réalité pure et indéniable de la distance qui nous séparait. J'étais intouchable, vivant dans le luxe à l'autre bout du globe tandis qu'elle regardait un avis d'expulsion dans une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre de chauffer. J'ai pris une longue et lente gorgée de champagne. Le goût de la liberté absolue était enivrant. Mais le spectacle n'était pas encore terminé. Daphné avait perdu sa maison et son financement, mais Bowen avait encore un travail où aller. J'ai vérifié ma montre. Il était 9 heures du matin à Portland. Bowen était sur le point d'entrer dans son cabinet, s'attendant à une autre journée à commander le respect et à voler des fonds d'entreprise. Il n'avait absolument aucune idée que la guillotine était déjà en train de tomber. Pensez-vous qu'il comprendra enfin la gravité de ce qu'il a jeté lorsqu'il perdra son titre ? Le soleil se couchait à Singapour, projetant de brillantes traînées d'orange et de pourpre sur la façade de verre de mon nouveau bâtiment de bureau. J'étais assise à mon bureau temporaire, examinant les dossiers préliminaires pour mon nouveau rôle de directrice senior, mais mon moniteur principal était réservé à une fenêtre de discussion cryptée privée. Je communiquais avec Marcus, un ancien collègue et un ami de confiance qui travaillait dans le département de conformité informatique du cabinet de relations publiques de Bowen. Je lui avais donné un subtil avertissement avant de partir, lui disant de garder un œil sur l'étage de la direction aujourd'hui. Les messages de Marcus ont commencé à arriver, peignant un tableau si vivant que j'avais l'impression d'être là, dans la pièce avec eux. Sloan, c'est un bain de sang absolu ici, a tapé Marcus, le texte apparaissant rapidement sur mon écran. Bowen est arrivé vers 9h30. Il avait l'air d'une épave, en sueur, complètement distrait. Il a même crié sur la réceptionniste parce que son badge était désactivé au tourniquet principal. Je me suis penchée en avant, posant mon menton sur ma main. La désactivation du badge de Bowen était une procédure standard pour un licenciement de haut niveau impliquant une suspicion de fraude. Le département des ressources humaines agissait vite lorsque des millions de dollars étaient potentiellement en jeu. La sécurité a dû le laisser passer manuellement, a poursuivi Marcus, mais il n'a même pas atteint son bureau d'angle. Alistair, le vice-président senior des ressources humaines, et 2 types massifs de la sécurité d'entreprise l'ont intercepté en plein milieu de l'open space, devant tout le monde. J'ai fermé les yeux une seconde, savourant l'image. Bowen était un homme qui vivait entièrement pour la perception publique. Son image était sa religion. Être intercepté par la sécurité au centre du plateau, avec 50 collaborateurs juniors qui regardaient, serait un coup de grâce psychologique. Alistair l'a escorté directement à la salle de conférence vitrée, a tapé Marcus. Je devais récupérer des journaux de serveurs, alors je suis passé devant. Les stores étaient ouverts. Alistair a laissé tomber un énorme classeur sur la table. Il devait faire 400 pages d'épaisseur. Bowen est devenu complètement blême. Je n'ai jamais vu un être humain perdre la couleur de son visage aussi vite. C'était mon dossier. 400 pages de relevés bancaires, de virements, de documents de LLC, de rapports d'inventaire manquants et de messages textoro datés. C'était une feuille de route criminalistique impeccable et irréfutable de la malversation systématique de Bowen. Selon les mises à jour de Marcus, la réunion a duré moins de 20 minutes. Bowen a essayé de jouer ses cartes habituelles. Il a essayé de prétendre que le transfert vers le LLC de Daphné était des honoraires de consultation légitimes pour du marketing d'influence. Il a essayé de prétendre que les fonds de relations publiques manquants n'étaient qu'une erreur comptable.
Mais Alistair n'a pas argumenté. Il a simplement ouvert le classeur et a fait glisser la photographie haute résolution sur la table. La photo de Daphné portant le collier exact de diamants et de saphir vintage que Bowen avait déclaré perdu en transit à la compagnie d'assurance. Bowen s'est complètement effondré, a écrit Marcus. Il a commencé à pleurer. De vraies larmes. Il a essayé de te rejeter la faute. Il a dit que sa femme était folle et qu'elle essayait de le piéger, mais Alistair a juste secoué la tête. Il a tendu à Bowen une lettre de licenciement avec effet immédiat. Dépouillé de toutes ses actions d'entreprise non acquises, dépouillé de son indemnité de départ et banni des locaux. Mais Alistair n'en avait pas fini. Le cabinet ne se contentait pas de le licencier. Il déposait des accusations criminelles formelles pour vol qualifié et fraude à l'assurance. La police était déjà en route vers le bâtiment. Ils l'ont obligé à emballer son bureau dans une seule boîte en carton, a rapporté Marcus, la finalité de ses mots sonnant clairement. Les 2 agents de sécurité l'ont raccompagné à travers le hall principal. Il tremblait tellement qu'il a laissé tomber la boîte. Ces stupides stylos personnalisés se sont répandus partout. Personne ne l'a aidé à les ramasser. Tout le monde a juste regardé. Il est complètement fini dans cette industrie, Sloan. Personne ne l'embauchera plus jamais. J'ai lu le dernier message et j'ai lentement expiré. Je n'ai pas ressenti une soudaine vague de joie vengeresse. Je n'ai pas applaudi ni ri. Ce que j'ai ressenti, c'était la conclusion profonde, silencieuse et immensément satisfaisante d'un bilan équilibré. Bowen avait utilisé ma stabilité pour masquer son incompétence. Il avait utilisé mes revenus pour financer sa trahison. Il avait volé sa propre entreprise pour acheter l'affection d'une femme qui n'aimait que ce qu'il pouvait acheter pour elle. Je ne l'avais pas détruit. J'avais simplement allumé les lumières et forcé le monde à regarder la destruction qu'il avait lui-même causée. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un appel entrant d'un numéro inconnu de Portland. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, le fichier audio est apparu. C'était Bowen. Il appelait d'un téléphone prépayé ou d'une cabine téléphonique. Sloan, s'il te plaît. Sa voix était complètement méconnaissable, dépouillée de tout son vernis arrogant habituel. Il sanglotait, haletant pour respirer. S'il te plaît, tu dois appeler Alistair. Tu dois leur dire que tu as fait une erreur. Il porte plainte, Sloan. Je vais aller en prison. Je n'ai absolument rien. Daphné ne répond même plus à mes appels maintenant que l'argent a disparu. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis ton mari. Tu as promis de m'aimer. Tu ne peux pas me laisser mourir comme ça. Je me suis assise dans la perfection silencieuse et climatisée de mon bureau à Singapour, écoutant le son désespéré et pathétique d'un homme se noyant dans une tempête qu'il avait passé des années à créer. Tu as promis de m'aimer. L'audace pure de cette déclaration était presque poétique. Il avait brisé chaque vœu, brisé chaque promesse, et couché avec ma propre sœur dans mon propre lit. Mais au moment où les conséquences sont arrivées, il a exigé que j'honore un contrat qu'il avait déjà réduit en lambeaux. J'ai supprimé le message vocal. J'ai bloqué le numéro. Bowen n'était plus mon mari. Il n'était qu'un dossier que j'avais clos avec succès. Mais le château de cartes n'était pas encore complètement rasé. Daphné était toujours là, entièrement convaincue qu'elle était la victime de ma cruauté injustifiée. Elle avait toujours son personnage internet factice, ses parents adorateurs et son sens délirant de la supériorité. Il était temps de lui enlever ça aussi. Jusqu'où un narcissique irait-il pour protéger son image quand la vérité est déjà connue ? Le week-end venu, la panique à Portland s'était transformée en un instinct de survie désespéré et toxique. Daphné était acculée. Elle n'avait pas de maison, pas de financement secret de mon mari, et ses dettes massives de cartes de crédit la menaçaient comme un raz de marée. Mais Daphné avait encore une arme, son récit. Elle s'était constituée un public modéré d'environ 50 000 personnes sur ses plateformes de médias sociaux en projetant l'image de la femme entrepreneur parfaite, en difficulté mais prospère. Et maintenant, elle a décidé d'utiliser ce public contre moi.
J'étais assise dans un café haut de gamme du quartier financier de Singapour, sirotant un latte matcha parfaitement préparé, lorsque mon cousin Lachlan m'a envoyé un message frénétique. Tu ferais mieux de te connecter à Instagram tout de suite. Daphné fait une diffusion en direct. Elle est en train de détruire ta réputation. J'ai ouvert un compte anonyme que j'utilisais pour la recherche d'entreprise et je suis allée sur la page de Daphné. Effectivement, le petit cercle violet autour de sa photo de profil pulsait avec le mot « Live ». J'ai appuyé dessus, rejoignant instantanément la diffusion aux côtés de près de 8000 autres spectateurs. Daphné était assise par terre dans ce qui ressemblait à la chambre d'amis exiguë de mes parents. Elle avait l'air terrible, mais c'était un terrible calculé. Son maquillage était légèrement maculé, ses cheveux en désordre, et elle portait un pull délavé et trop grand pour paraître petite et vulnérable. Elle pleurait doucement, s'épongeant les yeux avec un mouchoir en papier tout en parlant directement à la caméra. Je ne voulais pas étaler ça en ligne, les amis, renifla Daphné, sa voix tremblant d'une émotion travaillée. Mais ma sœur Sloan a complètement perdu la tête. Elle a abandonné son mari. Elle a volé le financement de mon entreprise et elle m'a expulsée illégalement de la maison que j'aidais à entretenir. Elle a toujours été si jalouse de moi, si amère de mon succès. Et maintenant, elle essaie de ruiner ma vie juste parce que c'est une bourreau de travail qui ne sait pas comment garder un homme heureux. Les commentaires défilaient sur l'écran dans un flot d'émojis de soutien et de messages de colère dirigés contre moi. OMG, je suis tellement désolée. Ta sœur a l'air d'une narcissique. Reste forte, Daphné. On t'aime. Elle est juste jalouse de ta beauté. Elle jouait la victime à la perfection. Mes parents étaient probablement juste hors champ, hochant la tête en signe d'accord solennel. Daphné réussissait à modeler le récit, me peignant comme une méchante riche et sans cœur qui avait abandonné sa famille pour la cupidité d'entreprise. Mais Daphné avait fait une erreur de calcul fatale. Elle avait oublié Imogen. Imogen était la meilleure amie de Daphné, un titre qui, dans leur cercle superficiel, signifiait simplement qu'elles se toléraient pour prendre des photos ensemble. Imogen était notoirement maladroite avec la technologie, très bavarde, et secrètement envieuse de la fausse richesse de Daphné. 3 jours plus tôt, avant de monter dans mon avion, j'avais envoyé anonymement un dossier crypté très compressé à l'adresse personnelle d'Imogen, intitulé « Projet secret de Daphné ». Je savais qu'Imogen ne pourrait pas résister à l'ouvrir. En direct, Daphné prit une profonde inspiration, regardant courageusement la caméra. Je vais faire venir ma meilleure amie, Imogen, à l'écran maintenant. Elle a été avec moi tout au long de ce cauchemar et elle sait exactement ce que ma sœur m'a fait subir. L'écran se divisa en 2. Le visage d'Imogen apparut en bas, mais Imogen n'avait pas l'air de la soutenir. Elle avait l'air incroyablement paniquée. Elle tripotait son ordinateur portable, ses yeux fixés hors de l'écran. Daphné, attends. Mon ordinateur fait des choses bizarres, balbutia Imogen, sa voix résonnant étrangement. J'ai ouvert ce fichier que tu m'as soi-disant envoyé sur ton contrat de marque et il fait un truc de fou. Quel fichier ? Demanda Daphné, ses faux pleurs s'arrêtant brusquement, un air de confusion véritable traversant son visage. Imogen appuya sur un bouton de son clavier. Dans son incompétence technologique absolue, au lieu de fermer le fichier, elle a accidentellement activé la fonction de partage d'écran du logiciel de diffusion. Soudain, le visage d'Imogen a disparu. À sa place, remplissant la moitié inférieure de l'écran pour près de 10 000 spectateurs en direct, se trouvait une séquence vidéo de sécurité nette et en haute définition. C'était la séquence de ma chambre principale. La vidéo s'est déroulée clairement, le son impeccable. Les spectateurs ont regardé en temps réel Daphné, portant mon peignoir en soie, assise sur mon lit tenant un verre de vin à côté de mon mari. Ils ont entendu la voix de Daphné résonner à travers les haut-parleurs de leur téléphone, arrogante et cruelle. Si ça te dérange que je couche dans ton lit avec ton mari, va au diable. Les spectateurs ont regardé Daphné renverser intentionnellement le vin rouge sur le tapis vintage. Ils ont regardé Bowen rire. Ils ont regardé tout l'étalage écœurant d'arrogance et de trahison. Le chat en direct s'est figé une fraction de seconde, le choc collectif de 10 000 personnes s'enregistrant sur Internet. Et puis le chat a explosé.
Il défilait si vite qu'il était illisible. Un flot de pure indignation sans mélange. Attendez, elle couche avec le mari de sa sœur? OMG, elle est dans le lit de sa sœur. Quelle ordure littérale. Annulez-la immédiatement. Le visage de Daphné sur la moitié supérieure de l'écran est devenu complètement blanc. Ses yeux se sont exorbités. Elle s'est débattue frénétiquement, tapant sur l'écran de son téléphone, hurlant à Imogen. Éteins-le, Imogen. Éteins-le tout de suite. Termine le direct. Termine-le. Mais avant qu'elle puisse trouver comment arrêter la diffusion, le clip vidéo s'est terminé et le fichier suivant du dossier s'est automatiquement lancé. C'était un enregistrement audio. La voix de Daphné parlant à ma mère. Je me fiche que Sloan remarque que l'argent a disparu, maman. Fais juste en sorte que Bowen transfère les 85 000 $. Elle me le doit pour être la préférée. J'ai besoin de cette voiture. La diffusion en direct est brusquement devenue noire. Daphné avait finalement réussi à couper le flux, mais le mal était fait. Internet est éternel. En 10 minutes, des enregistrements d'écran de la diffusion en direct étaient postés sur toutes les principales plateformes. Le hashtag Daphné la menteuse était en tendance localement. Son nombre d'abonnés a commencé à chuter par milliers. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de la clan. Oh mon Dieu, cette vidéo est-elle réelle? A-t-elle vraiment fait ça? Maman était-elle au courant pour l'argent? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement verrouillé mon téléphone, pris mon latte matcha, et j'ai bu une gorgée lente et profondément satisfaisante. Daphné n'avait pas seulement perdu sa réputation. Elle l'avait détruite en direct sur Internet, de sa propre main. Mes parents, qui l'avaient soutenue toute leur vie, étaient maintenant publiquement liés à un scandale viral de vol et d'adultère. Ils ne pouvaient plus se montrer à leur country club. Ils ne pourraient plus jamais se vanter de leur enfant prodige. Que pensez-vous de cela? Le karma frappe en retour, n'est-ce pas? Mais ne détournez pas le regard, car la partie suivante révélera un secret qui donnera des frissons même à Sloan. Les retombées furent absolues et spectaculaires. Une démolition contrôlée d'une structure hautement toxique. Mais au fur et à mesure que la semaine avançait, le silence pur de ma part a commencé à rendre ma famille complètement folle. Ils cherchaient désespérément une cible vers laquelle diriger leur honte, et comme je refusais de m'engager, leur colère s'est lentement transformée en supplication désespérée et pathétique. J'étais assise dans mon bureau aux parois de verre au siège de Helix Asie. La vue sur le port animé de Singapour en contrebas était un rappel constant de la distance, physique et émotionnelle, que j'avais mise entre moi et l'épave. L'écran de mon téléphone s'est allumé sur mon bureau. C'était ma mère, Cora. Elle avait appelé 14 fois au cours des 3 derniers jours. J'avais ignoré chaque appel, mais aujourd'hui, j'ai décidé de répondre. Je devais couper le cordon, fermement et définitivement. J'ai pris le téléphone et j'ai accepté l'appel. Je n'ai pas dit bonjour. Sloan. Oh mon Dieu, Sloan, s'il te plaît ne raccroche pas. La voix de ma mère s'est précipitée à travers le haut-parleur, haletante et frénétique. Elle semblait avoir 10 ans de plus. Tu dois nous aider. Les voisins ne nous regardent même plus. Les gens laissent des mots méchants dans notre boîte aux lettres. Daphné n'a pas cessé de pleurer depuis 3 jours. Elle a perdu tous ses sponsors. Elle est complètement ruinée. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil ergonomique, fixant d'un air absent une matrice de données complexe sur mon écran. Les actions ont des conséquences, maman. C'est une leçon que tu l'as activement empêchée d'apprendre pendant 25 ans. Tu es allé trop loin, hurla Cora, le désespoir cédant momentanément la place à sa manipulation classique. C'est ta sœur. Bowen est ton mari. On ne détruit pas sa famille pour une erreur. Une erreur, c'est oublier de payer une facture d'eau, répondis-je, ma voix aussi froide et plate qu'un lac gelé. Coucher dans mon lit avec mon mari pendant des mois, m'humilier intentionnellement en public, et conspirer avec toi pour voler 85 000 $ de mes économies, ce n'est pas une erreur. C'est une agression calculée. On peut te rembourser, sanglota TL, s'effondrant complètement. Ton père et moi, on va prendre un prêt.
On te rendra l'argent. S'il te plaît, poste quelque chose en ligne. Dis aux gens que c'était un malentendu. Dis-leur que Daphné est une bonne personne. S'il te plaît, Sloan. J'ai fermé les yeux une seconde. Le manque total de responsabilité était stupéfiant. Il ne se souciait pas d'avoir brisé mon cœur. Il se souciait seulement que le monde les juge enfin pour cela. Écoute-moi très attentivement, maman, dis-je, baissant ma voix à un murmure mortel et inflexible. Je vous ai envoyé, à toi et à papa, environ 85 000 $ au cours des 5 dernières années pour couvrir vos mauvais investissements et les échecs de Daphné. Considérez l'argent que Bowen a volé comme votre indemnité de départ finale. La transaction est complètement terminée. N'appelle plus jamais ce numéro. Je n'ai pas de famille. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro ainsi que celui de mon père. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. C'était fait. Le membre fantôme de ma famille était enfin amputé. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à me replonger dans les dossiers d'audit d'entreprise que je devais examiner. Mais avant que mes doigts ne puissent toucher le clavier, une ombre est tombée sur mon bureau. J'ai levé les yeux. Debout à l'entrée de mon bureau se trouvait un homme que je n'avais pas vu depuis près de 8 ans. Il était grand, portant un costume sombre et élégant, taillé sur mesure, qui ne cachait pas tout à fait la grâce prédatrice de sa posture. Ses cheveux étaient légèrement plus longs que dans mon souvenir, ses yeux vifs et analytiques, balayant mon bureau en une fraction de seconde avant de se fixer sur moi. Tu as géré le drame familial avec une précision chirurgicale impressionnante, Sloan, dit l'homme, sa voix seule, un baryton doux, a envoyé un frisson involontaire immédiat le long de ma colonne vertébrale. Mais tu as manqué un cheval de Troie dans ton propre réseau domestique. Je sonde ton pare-feu depuis 3 semaines pour attirer ton attention. Je l'ai fixé, mon cœur s'arrêtant dans ma poitrine. Kiran, ai-je murmuré. Kiran était une légende dans le monde souterrain de la cybersécurité. Nous avions travaillé ensemble dans une agence de renseignement hautement classifiée au début de ma carrière. C'était un maître hacker, un fantôme numérique qui pouvait infiltrer n'importe quel système sur la planète et la seule personne dont l'intellect m'avait jamais vraiment intimidé. Il avait disparu des années auparavant après avoir exposé un programme de surveillance gouvernementale massif. Il est entré dans le bureau, la porte en verre coulissant derrière lui avec un doux sifflement, insonorisant instantanément la pièce. Il s'est approché de mon bureau et a laissé tomber un disque dur noir lourd et crypté sur la surface en verre. Tu ne pensais pas vraiment que les cadres de Helix t'avaient transféré à Singapour, promue directrice senior, et donné un pantouse de luxe juste parce que tu es doué pour trouver des fonds budgétaires manquants, n'est-ce pas, demanda Kiran, un sourire sombre et sans humour touchant ses lèvres. J'ai regardé le disque dur, puis son visage. La réalité de la situation a commencé à se mettre en place, froide et terrifiante. L'adresse IP masquée accédant à mon réseau. C'était toi. Il a hoché la tête une fois. J'essayais de te prévenir. Ton mari volait des miettes. Mais les gens pour qui tu travailles en ce moment, ils volent des données à l'échelle mondiale. Ils t'ont spécifiquement recruté à Singapour parce que ta signature d'investigation est la seule assez propre pour couvrir leurs traces. Le drame mesquin et toxique de ma famille s'est instantanément évanoui dans l'insignifiance. La trahison d'un mari et d'une sœur était douloureuse, oui, mais juste devant moi se trouvait une révélation qui menaçait de dénouer une conspiration d'entreprise internationale. Je n'étais plus seulement une femme fuyant un mauvais mariage. J'étais un pion se déplaçant sur un échiquier dont j'ignorais même l'existence. Pourquoi venir me voir, ai-je demandé, mes instincts professionnels prenant immédiatement le dessus, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me parcourait. Kiran se pencha en avant, posant ses 2 mains à plat sur mon bureau, approchant son visage dangereusement près du mien. Parce que Sloan, tu es la seule personne sur cette terre assez intelligente pour m'aider à réduire toute cette corporation en cendres. Tu es partante? Ou tu préfères retourner te soucier du compte Instagram de ta sœur? Le choix était clair. Le vrai jeu venait de commencer. Lorsque la poussière de votre passé retombe, êtes-vous assez courageux pour entrer dans le feu de votre avenir? 3 mois ont passé. Un quart d'année peut sembler une éternité absolue lorsque vous réécrivez complètement le code de votre propre existence.
Je me trouvais dans l'immense cuisine à air ouverte de mon Penthouse à Singapour, un espace qui coûtait plus cher par mois que ma toute première maison à Portland. Les baies vitrées offraient une vue panoramique imprenable sur le port scintillant et les super arbres imposants des jardins de la baie, illuminés de violet et de vert vif contre le ciel nocturne. Je portais un tailleur pantalon en soie, tenant un verre de champagne vintage authentique, examinant une matrice de données hautement classifiée sur ma tablette. Ma vie s'était améliorée à tous les égards imaginables. Je menais une enquête secrète avec Kiran, démêlant une vaste opération illicite de minage de données enfouies au plus profond de la corporation Helix. Je dormais 8 heures par nuit. J'avais cessé de sursauter lorsque mon téléphone vibrait. J'étais, pour la première fois de ma vie d'adulte, entièrement et farouchement indépendante. Mon téléphone posé sur le comptoir en marbre a vibré. C'était un numéro international restreint. Normalement, mon pare-feu personnalisé le rejetterait automatiquement, mais j'avais brièvement baissé les filtres pour recevoir une information sécurisée d'un des informateurs de Kiran. J'ai appuyé sur accepter et l'ai mis sur haut-parleur. Allô, dis-je, ma voix nette et autoritaire. Il y eut un long silence hésitant à l'autre bout du fil. Juste le son d'une respiration lourde et saccadée et le faible bourdonnement indubitable de la circulation en arrière-plan. Sloan. La voix était minuscule, brisée, et complètement dépourvue de la confiance arrogante et haletante qu'elle avait l'habitude de porter. Il m'a fallu 3 bonnes secondes pour la reconnaître. C'était Daphné. Je n'ai pas raccroché immédiatement. Une curiosité clinique, presque scientifique, a maintenu mon doigt planant au-dessus de l'écran. Je voulais entendre exactement à quoi ressemblait la défaite absolue. « Qu'est-ce que tu veux, Daphné ?» ai-je demandé, mon ton complètement plat, n'offrant aucune chaleur ni familiarité. Un sanglot étranglé a résonné à travers le haut-parleur. « S'il te plaît, ne raccroche pas. S'il te plaît, Sloan, je n'ai personne d'autre à appeler. Maman et papa ne répondent plus à mes appels parce qu'ils me reprochent d'avoir perdu leur adhésion au country club. Ils ont dû déménager dans un appartement plus petit à cause des frais de justice. » Fascinant, dis-je, en prenant une gorgée de mon champagne. Mais ce n'est pas mon problème. Sloan, je t'en supplie, pleura Daphné, sa voix se brisant de panique véritable. Je travaille de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Je porte un uniforme en polyester qui sent la graisse. J'ai dû tout vendre. Ma voiture, mes sacs, tout. La banque me poursuit toujours pour la dette du LLC parce que Bowen m'a laissé tomber. Entendre parler de Bowen a fait plisser légèrement mes yeux. Où est l'amour de ta vie? La romance s'est-elle estompée lorsque les cartes de crédit volées ont été refusées? Il m'a largué le jour où il s'est fait virer, hurla Daphné, l'amertume perçant enfin à travers les larmes. Il m'a reproché d'avoir ruiné sa carrière. Il a dit que je l'avais manipulé. Il vit dans un motel miteux en dehors de la ville, fait face à des accusations fédérales et il a dit au procureur que j'étais le cerveau derrière le détournement de fonds pour obtenir un accord de plaidoyer. Je risque une vraie peine de prison, Sloan. La justice poétique de tout cela était presque trop parfaite. 2 parasites se retournant l'un contre l'autre à la seconde même où l'autre était retiré. Bowen était un lâche jusqu'au bout. Jetant la femme pour qui il avait ruiné son mariage au loup juste pour sauver sa propre peau. Et Daphné, l'enfant prodige qui se croyait intouchable, découvrait enfin que le monde réel se fiche de votre esthétique Instagram lorsque vous commettez une fraude fédérale. Je suis tellement désolée, Sloan, pleura Daphné, un son désespéré et pathétique. J'ai été horrible. J'étais tellement jalouse de toi. Tu avais une carrière. Tu avais le respect. Tu avais de l'argent. Et je voulais juste me sentir importante. S'il te plaît, tu connais tous les meilleurs avocats. Tu as l'argent. S'il te plaît, reviens et aide-moi. Je ferai n'importe quoi. Je serai ta servante. S'il te plaît, sauve-moi. Je me suis approchée de la fenêtre, regardant les lumières brillantes et pulsantes de la ville. Des millions de personnes, des millions de vies, tout allant de l'avant. J'ai pensé au vin rouge s'imprégnant dans mon tapis. J'ai pensé aux années de manipulation émotionnelle, au gaslighting, aux sentiments constants et suffocants que je n'étais jamais assez, sauf si je payais la facture.
Daphné, dis-je, ma voix baissant un calme bas et absolu qui commandait un silence complet à l'autre bout du fil. Tu ne m'as pas appelé parce que tu es désolé pour ce que tu m'as fait. Tu m'as appelé parce que tu es désolé de subir les conséquences. Tu veux un sauveur, pas une sœur. Non, Sloan, je te jure. Je vais dire ça une seule et unique fois, l'interrompis-je, mon ton tranchant à travers ses protestations comme un scalpel chirurgical. Tu as fait tes choix. Tu as bu mon vin. Tu as dormi dans mon lit et tu m'as fièrement dit d'aller au diable. Alors j'y suis allé, et j'ai bâti un empire pendant que tu construisais une prison. Je ne ressens pas de pitié pour toi. Je ne ressens pas de colère envers toi. Je ne ressens absolument rien pour toi. Sloan, s'il te plaît. Tu es ma sœur, hurla-t-elle, une dernière tentative désespérée de s'accrocher à un lien qu'elle avait totalement détruit. Je n'ai pas de sœur, dis-je. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. J'ai immédiatement accédé aux paramètres de mon réseau et j'ai bloqué de manière permanente tout l'indicatif régional. Le silence qui a rempli le Penthouse n'était pas lourd ou triste. Il était immaculé. C'était le silence d'une maison qui avait enfin été complètement nettoyée de toute poussière et de tout débris. J'ai posé le téléphone, j'ai tourné le dos au passé et je me suis dirigé vers mon bureau pour me préparer à la vraie guerre qui m'attendait le matin. Avez-vous déjà coupé quelqu'un de votre vie si complètement qu'il cesse simplement d'exister dans votre esprit? L'aube à Singapour a percé l'horizon comme une vitre de verre doré brisé, baignant le ciel de teintes vibrantes de magenta et d'ambre. Je me tenais sur le vaste balcon de mon Penthouse, une tasse fumante de café noir à la main, regardant la ville en contrebas se réveiller et commencer son pouls rythmique incessant. L'air était déjà chargé d'humidité, mais il semblait remarquablement pur dans mes poumons. Pour la première fois en 32 ans d'existence, mon esprit m'appartenait entièrement. Il n'y avait pas de message texte frénétique exigeant des fonds d'urgence pour des crises fabriquées. Il n'y avait pas de commentaires passifs-agressifs sur mon dévouement à ma carrière. Il n'y avait pas de mari qui en voulait silencieusement à mon succès tout en vivant somptueusement des fruits de celui-ci. J'avais amputé les membres malades de ma vie. Et bien que le processus ait été brutalement, atrocement douloureux, la guérison s'avérait être rien de moins que miraculeuse. J'ai pris une lente gorgée du café amer, laissant la caféine aiguiser ma concentration. L'implosion dramatique de Daphné et Bowen n'était plus un événement majeur dans mon esprit. Ce n'était qu'une note de bas de page administrative, un dossier clos dans les archives de mon histoire personnelle. Il naviguait actuellement dans la machinerie brutale et impitoyable du système juridique américain, faisant face à des dettes massives, à une humiliation publique et à une incarcération potentielle. Pendant que moi, j'étais au sommet du monde, commandant une division d'audit de plusieurs millions de dollars. La lourde porte en verre derrière moi s'est ouverte avec un doux sifflement pneumatique. Kieran est sorti sur le balcon, tenant 2 tablettes électroniques épaisses et fortement cryptées. Il avait l'air épuisé. Les cernes sombres sous ses yeux témoignaient du fait qu'il était resté éveillé pendant les dernières 48 heures à compiler des données. Mais ses yeux vifs et prédateurs brillaient d'une énergie intense et brûlante. « Bonjour, partenaire, dit Kieran, sa voix un grondement sourd dominant le bruit ambiant de la ville bien en dessous. Il me tendit l'une des tablettes. Je posai ma tasse de café sur la balustrade en verre et pris l'appareil. L'écran était peuplé de structures de données incroyablement complexes, de numéros de routage de comptes offshore et d'un réseau de sociétés écrans qui faisait passer le pathétique petit LLC de Daphné pour un stand de limonade d'enfants. « Qu'est-ce que je regarde, Kieran ?» ai-je demandé, mes instincts professionnels se déclenchant immédiatement, mes yeux balayant les documents lourdement caviardés. « C'est l'architecture de base du projet Sigyn, » répondit Kieran, s'appuyant contre la balustrade et regardant le port. L'opération mondiale de minage de données que Helix mène discrètement, mais j'ai finalement réussi à percer la source de financement principale la nuit dernière. J'ai suivi la piste de l'argent à travers 3 paradis fiscaux différents, et, les jeux encouragés, faisant défiler rapidement les journaux financiers. Kieran tourna la tête, un sourire sombre et sans humour jouant sur ses lèvres. L'entité corporative principale qui blanchit les ventes de données pour Helix est un conglomérat de relations publiques massif et incroyablement puissant basé aux États-Unis, spécifiquement à Portland. J'ai arrêté de faire défiler.
Mon doigt planait rigidement au-dessus de l'écran. J'ai zoomé sur le document de charte d'entreprise affiché sur la tablette. J'ai lu le nom de la société mère et mon sang s'est complètement glacé. C'était l'ancien cabinet de Bowen, le même cabinet de relations publiques auquel je venais de fournir avec succès les documents de lanceur d'alerte. Le cabinet qui l'avait licencié et avait porté plainte contre lui pour le vol d'un collier de diamants. « Tu es en train de me dire, dis-je, ma voix tombant à un murmure rauque, que le cabinet de mon ex-mari blanchit activement des milliards de dollars de revenus de données illégales pour la corporation pour laquelle je travaille actuellement ?» Kiran hocha lentement la tête. Exactement. Le détournement de fonds que faisait Bowen, les 85 000 dollars qu'il t'a volés, ce n'était absolument rien. C'était de l'argent de poche. Mais parce que tu as soumis ce dossier d'investigation massif à leur département des ressources humaines, tu as accidentellement effrayé le conseil d'administration. Il s'active en ce moment pour brouiller les pistes parce qu'il pense que tu es au courant de l'opération plus large. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique, suivi immédiatement par un frisson électrique et survoltant d'adrénaline pure. Le complot de vengeance domestique mesquin contre mon mari infidèle et ma sœur narcissique était incroyablement petit en comparaison. En démolissant ma propre maison, j'avais accidentellement frappé le pilier fondamental d'un syndicat criminel international massif. Ils pensaient que j'étais juste une ex-femme amère en quête de revanche. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient d'inviter une auditrice experte au centre même de leur coffre-fort. Ils m'ont envoyé à Singapour pour m'occuper, pour utiliser ma réputation impeccable comme bouclier, murmurai-je en fixant les données. Et maintenant, dit Kiran, se rapprochant, sa présence imposante et intense. Nous allons utiliser ta position pour les démanteler systématiquement de l'intérieur. Ils t'ont sous-estimé, Sloan, tout comme ta famille l'a fait. Montrons-leur exactement ce qui se passe quand on contrarie une femme qui sait lire les chiffres. J'ai regardé le brillant soleil levant se refléter sur le port de Singapour. La peur avait complètement disparu. L'hésitation avait disparu. J'étais Sloan. J'étais une enquêtrice en fraude d'entreprise. Et je venais de trouver l'affaire la plus grande et la plus dangereuse de toute ma vie. J'ai éteint l'écran de la tablette et j'ai regardé Kiran droit dans les yeux. Un sourire lent et incroyablement dangereux s'est étendu sur mon visage. Réduisons-les en cendres, dis-je. Le jeu ne concernait plus la vengeance. Il concernait le pouvoir absolu et sans mélange. Et je détenais toutes les cartes gagnantes. Parfois, la punition la plus cruelle n'est pas de détruire quelqu'un de ses propres mains, mais de le laisser se détruire lui-même par sa cupidité et sa stupidité. J'ai résolument abandonné ma propre chair et mon propre sang pour une liberté absolue et j'ai regardé de loin pendant qu'ils se noyaient dans le désastre horrible qu'ils avaient eux-mêmes créé. Qu'en pensez-vous ? Ma décision de tourner le dos et de couper les ponts était-elle complètement cruelle, ou était-ce un prix parfaitement mérité pour une loyauté si effrontément trahie ?